Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Aujourd'hui, on va faire un zoom sur l'oligarchie financière qui domine le monde. Oui, parce qu'elle existe. Alors voici justement un petit aperçu de cette oligarchie financière tentaculaire et tellement ancrée dans le système financier international que l'on lui doit notre dette. Vous savez, notre énorme dette publique de 2300, presque 80 milliards d'euros de dette, sans compter évidemment le hors-bilan de 4000 milliards, sans quoi ce serait pas drôle, qui est tellement, une dette tellement importante qu'il est impossible d'échapper à leur influence. En effet, pourquoi? Parce qu'ils ont des activités dans tous les domaines. Le cinéma, l'industrie, l'agroalimentaire, la pharmaceutique, etc. Ils sont réellement partout. Une oligarchie financière bien puissante, qui s'ingère même dans les décisions politiques des pays les plus riches du monde. Leur monopole économique, bien sûr, débute par l'accaparement des richesses. Et principalement le pétrole, le gaz, tout ce qui est ressources, quoi. En l'occurrence, et puis l'électricité. Principalement, justement, dans ces domaines-là. Avant de développer point par point leur histoire respective, qui commence bien sûr aux États-Unis, il faut savoir que les quatre mastodontes les plus puissants du système bancaire sont évidemment la Bank of America, la JP Morgan Chase, Citigroup et la Wells Fargo. Elles sont bien sûr américaines et possèdent les quatre principales firmes de pétrole mondiales, à savoir ExxonMobil évidemment, la Royal Dutch Shell, BP Amoco et Chevron Texaco. Ces firmes sont associées, pour le coup, d'ailleurs, à la Deutsche Bank, il faut le savoir, la BNP, qui est un de leurs partenaires, la Barclays et pas mal de points bancaires européens. Et aussi d'organismes de haute finance qui, justement, jonglent avec l'argent. Alors, ce serait quand même naïf de penser que leur monopole soit uniquement basé évidemment sur les activités économiques mondiales et que ce qui les intéresse, c'est uniquement le pétrole. En réalité, tout les intéresse et je fais d'ailleurs une petite dédicace à Jules Engam. Si tu entends ma vidéo, Jules, tu as raison. La première ressource, c'est l'homme. C'est la plus rentable, c'est la plus vite exploitable et c'est celle qui coûte le plus cher. Donc, on voit effectivement que cette oligarchie financière cherche aussi à contrôler les hommes et évidemment leurs institutions dont ils dépendent. Donc, l'ensemble des banques que je viens de citer figurent parmi les 10 actionnaires majeurs des 500 entreprises les plus riches, évidemment, du monde. Donc, pour rebondir, par exemple, ne serait-ce que en rapport avec la supercherie qui est relative, vous savez, relative à la création de la Réserve fédérale banque des États-Unis, il faut quand même noter que 80% justement de cet organisme bancaire totalement indépendant, qui est donc non gouvernemental et qui est à New York, est de loin la plus puissante des branches, justement, en tout cas celle de New York, qui est détenue par 8 familles, dont 4 résident bien sûr aux États-Unis, on va les nommer. Alors évidemment, il y a les fameux Goldman Sachs, dont vous connaissez évidemment le rôle qu'ils ont joué à travers leurs vassaux comme Mario Monti, Mario Draghi et Lucas Papademos sur le dossier grec. Et aujourd'hui, on voit où on est la Grèce, qui est littéralement ruinée, évidemment. Donc, évidemment, la famille Rockefeller, les Lehman, les Cohn-Loebs, les Rothschild, peu importe qu'ils soient de New York, de Paris ou de Londres, les Warburg de Hambourg, les Lazare qui sont à Paris, évidemment, les banques Lazare frères, et ceux qu'on connaît déjà un petit peu moins, c'est les Israël, Moses, Saïf, qui sont basés à Rome et aussi à Milan. Donc viendront un petit peu plus tard les Morgan, évidemment. Il y aura d'autres familles, Goldman. Il y aura aussi les Lehman, qui seront, eux, quand même les précurseurs de l'investissement financier du 21e
siècle. Donc, la réserve fédérale des États-Unis, qui domine quand même, ni plus ni moins que le monde grâce à son monopole, parce que je rappelle quand même que les États-Unis sont endettés à hauteur de 20 000 milliards de dollars, et que, évidemment, c'est une dette qui a été contractée, bien sûr, par emprunt, et que le plus gros prêteur, c'est la Banque fédérale de réserve, bien sûr. Donc, évidemment, elle a le monopole, justement, sur le dollar américain, puisque c'est elle qui l'imprime. Elle est en majorité contrôlée par 10 principaux financiers, actionnaires, lesquels, d'ailleurs, bizarrement, dirigent aussi les plus grosses banques du monde. On retrouve toujours les mêmes. Ce sont évidemment les Rothschild, principalement ceux de Londres, les Rothschild de Berlin, la banque Warburg de Hambourg, la banque Warburg d'Amsterdam, les Lehman Brothers de New York, les frères Lazare de Paris, la banque Kuhn-Loeb de New York et la banque Israel Moses Safe de Rome, ainsi que Goldman Sachs de New York, et on n'oublie jamais la JP Morgan Chase de New York, ce qui fait d'eux un groupement d'intérêts bancaires qui eux-mêmes contrôlent la Banque fédérale de réserve aux États-Unis. Et c'est important de comprendre ça, parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre le fait politique. C'est-à-dire que celui qui contrôle réellement la monnaie, il contrôle le gouvernement, puisque le gouvernement est systématiquement obligé d'emprunter auprès justement de ces banquiers prédateurs et détenteurs, si je puis dire, de la manne. Voyez ? Donc, on va quand même souligner que William Rockefeller, Paul Warburg et Jacob Schiff, ainsi que Jack Stillman, sont les individus qui ont le plus d'actions à titre individuel dans la réserve fédérale américaine. Alors, en ce qui concerne la maison Morgan, qui elle, bien sûr, agissait déjà comme une banque centrale américaine depuis 1838, évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Rothschild, eux, ont plutôt opéré de manière anonyme, parce qu'en général, aux États-Unis, ils s'abritent plutôt derrière la façade de la JP Morgan. Mais pas que, d'ailleurs, puisqu'on peut s'apercevoir que la plupart des groupements d'intérêt bancaires travaillent principalement avec les Rothschild. J'ai même envie de dire que les Rothschild sont, si je puis dire, le niveau hiérarchique bancaire le plus élevé. Donc, on peut estimer que tous les banquiers, d'une certaine manière, sont un peu les subordonnés des Rothschild. On peut, c'est peut-être un petit peu simpliste, mais je pense que c'est une manière simple de faire comprendre comment fonctionne aussi ce système qui est totalement pyramidal. Alors, l'écrivain, justement, Gabriel Kelko et Eustache Mullins, ont très bien décrit ce jeu de dupes dans leurs ouvrages. Eustache Mullins, dont je vous recommande la lecture d'ailleurs, sur la Banque fédérale de réserve, vous allez voir à quel point c'est édifiant. Et pour comprendre l'origine historique du contrôle planétaire de ces financiers, c'est simple, il faut remonter au début du 19e siècle et comprendre comment ils ont pu avoir la main mise sur les leviers structurels de l'époque. Donc la maison en fait des Morgan, qui justement œuvrait pour le compte des Rothschild, ont été impliqués avec les Astor, ça c'est grande famille, les Dupont, les Guggenheim, les Vanderbilt, les Rockefeller dans le lancement des firmes, par exemple AT et T, vous voyez, General Motors, la General Electric et Dupont. Et d'ailleurs, tous ces noms-là, justement, notamment les Astor, les Dupont, les Guggenheim, les Vanderbilt, étaient aussi d'ailleurs sur le Titanic, ce qui est quand même assez cocasse, et on sait comment a terminé ce bateau, qui d'ailleurs, pour information, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un bateau qui
qui portait le nom en fait d'un titan, puisque les titans dans la mythologie grecque ont défié Zeus. Et les peintres qui étaient des Irlandais avaient été recrutés parce que justement ils avaient cette haine de Dieu et cette haine du Christ principalement. Et la plupart avaient écrit énormément de slogans blasphématoires sur le bateau. Et puis après il avait été repeint comme ça. C'est-à-dire que même Dieu ne pouvait pas le couler, etc. Vous avez des phrases comme ça qui ont été écrites, des phrases particulièrement blessantes pour les gens qui croient en Dieu et haineuses. Et vous voyez le Titanic en 1912, eh ben, il a fini par heurter un iceberg et par rejoindre le fond des mers. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc, oh bien, on va continuer, évidemment, je pense, ce petit tour historique sur cette oligarchie mondiale qui, justement, contrôle le monde. Et on revient au principe bancaire. Et la banque, elle est aussi à Londres. Les Rothschild, les Baring, les Morgan, eux, par contre, ils travaillaient surtout aux structures de pays dans le monde. C'est-à-dire, ils essayaient d'avoir une influence. D'ailleurs, je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de mal à l'obtenir, cette influence, parce qu'ils étaient détenteurs de la monnaie, évidemment. Donc, en fait, finalement, ce que Rothschild a fait, il a un petit peu délégué, en fait, si je puis dire, certaines affaires pétrolières à Rockefeller, qui lui-même, d'ailleurs, qui était un des magnats, d'ailleurs, de cette ressource, a lui-même récupéré un peu d'activité bancaire. Il y a une sorte de croisement, comme ça, ou d'interpénétration, d'intérêt, où Rockefeller, qui faisait du pétrole, va se mettre à faire de la finance, et Rothschild aussi, lui qui faisait de la banque, va faire du pétrole. Donc ils vont un petit peu s'apporter l'un l'autre dans les investissements et dans les activités. Et ils vont se diversifier, vous voyez, sur le marché automobile et des chemins de fer dans lequel on retrouve la famille Ford. À tel point que, sous couvert de ces actions, évidemment, flanquées du sceau de la Banque fédérale, je parle de Rockefeller, hein, il deviendra très vite à l'époque le banquier, avec évidemment les Rothschild, le plus riche de la planète. Et quant à Morgan, la banque évidemment, elle a prêté à partir de 1890 à la Banque centrale d'Égypte pour pouvoir financer les chemins de fer russes, ce qui lui a permis de renflouer ses obligations auprès du gouvernement provincial du Brésil et ce qui lui a permis aussi de financer des travaux publics en Argentine. Donc, 1893 arrive la récession économique qui renforcera la puissance du groupe Morgan. Et cette année-là, justement, la JP Morgan formera un groupement d'une valeur de 62 millions de dollars d'or des Rothschild qu'elle établira sur les comptes de la Banque fédérale de réserve. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, c'est important de parler de la JP Morgan, enfin de ce qui va devenir la JP Morgan, parce que cette banque, en fait, va devenir le moteur de l'expansion occidentale des États-Unis en finançant, justement, et principalement en contrôlant les chemins de fer qui avançaient vers l'ouest. Donc, en 1879, les chemins de fer centraux de New York, financés par Cornelius Vanderbilt Morgan, donnent en fait des prix préférentiels à John D. Rockefeller pour son monopole pétrolier de la Standard Oil, c'est-à-dire la société qu'il a créée, ce qui permet en fait de sceller une relation entre les Rockefeller et les Morgan. Croisement d'intérêts là aussi. Et à partir de ce moment-là, la maison Morgan
va tomber inexorablement sous le contrôle, évidemment, de la famille Rothschild et Rockefeller, qui forment un conglomérat bancaire. Donc, on se retrouvera pour une vidéo suivante pour la suite de cette saga. Mais, évidemment, on va quand même clôturer gentiment en disant que à cette époque, quand même, il y avait un titre du New York Herald qui a titré Les géants du chemin de fer forment ce qu'on appelle un trust gigantesque. Un trust, hein, c'est un groupement d'intérêt privé, évidemment, et la JP Morgan et le banquier de Conan Loeb, Edward Harriman, ont obtenu dès 1890 un monopole sur les chemins de fer, tandis que les dynasties bancaires Lehman, Goldman Sachs et Lazard, eux, ont rejoint les Rockefeller pour le contrôle de la base industrielle des États-Unis. Et c'est seulement en 1903 que ces 8 familles ont établi le Banker Trust, qu'on pourrait appeler le Bankster Trust même. Et c'est à cette date que la création de la Réserve fédérale, qui, elle, existera physiquement en 1913, va sceller définitivement la puissance de ces 8 familles qui vont commencer à s'intéresser au complexe militaro-industriel, c'est-à-dire la puissance militaire et diplomatique, du gouvernement américain. Les amis, je clôture ce chapitre et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la suite de ces familles oligarchiques américaines.